Il est 3 heures du matin à Washington quand les écrans du Pentagone s'éteignent presque tous en même temps. 85 bases, aérodromes, navires et dépôts d'armes américains viennent d'être frappés en l'espace de 40 minutes sur tout le Moyen-Orient sans que personne n'ait vu venir l'ampleur de cette nuit. Comment une seule nation a-t-elle pu préparer, dans le secret le plus total, une offensive d'une telle envergure contre la première puissance militaire du monde? Pour comprendre cette nuit du 8 juillet 2026, il faut revenir quelques semaines en arrière. Fin juin, un raid aérien américain, officiellement présenté comme une opération de précision contre des sites d'enrichissement iraniens, avait détruit 3 installations souterraines près de Natanz et Fordo, tuant, selon Téhéran, 41 techniciens et ingénieurs, dont plusieurs civils. Washington avait justifié cette frappe par des renseignements évoquant une accélération du programme nucléaire iranien vers un seuil critique. L'Iran avait crié à l'agression, exigé des excuses, réclamé une session d'urgence du Conseil de sécurité. Rien n'est venu. Le silence de la communauté internationale, perçu à Téhéran comme un feu vert tacite donné aux Américains, a été la mèche qui a tout allumé. Le guide suprême iranien, dans une allocution retransmise sur toutes les chaînes nationales, avait alors promis une réponse écrasante à la hauteur du sang versé. Les analystes occidentaux, eux, avaient balayé cette déclaration comme une rhétorique habituelle. Ils se sont lourdement trompés. Dans la nuit du 7 au 8 juillet, les premiers lancements sont détectés par les radars américains à 2h14 du matin, heure du Golfe. Des missiles balistiques Fateh 110 et Qadr, tirés depuis des positions mobiles dans les provinces du Khouzestan et du Fars, prennent la direction de l'Irak et du Qatar. Presque simultanément, des essaims de drones Shahed 136 décollent par centaines depuis des rampes dissimulées près de la frontière, tandis que des missiles de croisière survolent à basse altitude les eaux du golfe Persique pour éviter les radars. La base aérienne d'Al Udeid, au Qatar, cœur du commandement américain dans la région, encaisse 12 impacts en moins de 10 minutes. À Ain al-Assad, en Irak, des hangars contenant des hélicoptères Apache s'effondrent sous les flammes. Dans le détroit d'Ormuz, 2 destroyers de classe Harley Burke tentent d'intercepter la vague de projectiles, leur système Aegis crachant des missiles standards à un rythme effréné, mais submergés par le nombre. Imaginez-vous, l'espace d'un instant, à la place d'un jeune marin américain réveillé en sursaut par les sirènes, courant à son poste de combat sans savoir si le bateau sous-pied sera encore intact dans 5 minutes. Et vous? Comment réagiriez-vous si 85 de vos propres bases militaires se retrouvaient visées en une seule nuit? Au-dessus du golfe Persique, le ciel se transforme en un enchevêtrement de traînées lumineuses. Des chasseurs F-35 et F-22 américains, décollés en urgence depuis leurs pistes encore fumantes, tentent d'intercepter les drones et les missiles de croisière avant qu'ils n'atteignent leur cible. Les pilotes décrivent plus tard des radars saturés, incapables de distinguer les vraies menaces des leurs lancées par l'Iran pour épuiser les défenses. En 90 minutes de combat aérien, les Américains revendiquent la destruction de 63 drones Shahed et de 17 missiles de croisière, mais concèdent que 9 chasseurs iraniens de fabrication russe, des Su-35 récemment livrés à Téhéran, ont réussi à percer un temps l'espace aérien avant d'être repoussés. 2 F-35 sont portés disparus, leurs pilotes activant leurs balises de détresse au-dessus des eaux internationales. Pendant ce temps, en mer, la situation devient plus critique encore. Un groupe aéronaval américain, mené par un porte-avions de classe Nimitz, se trouve en position d'alerte à quelques centaines de kilomètres des côtes iraniennes lorsque des vedettes rapides du corps des gardiens de la révolution islamique, chargés d'explosifs et pilotés à distance, convergent vers les navires d'escorte. 2 d'entre elles sont détruites par les canons Phalanx avant d'atteindre leur cible, mais une 3e parvient à endommager gravement un destroyer, provoquant une brèche dans la coque et l'évacuation partielle de l'équipage. Sous la surface, une frégate de patrouille iranienne repère, ou prétend repérer, un sous-marin américain s'approchant trop près des eaux territoriales
et des tirs de sonar actifs déclenchent une alerte maximale dans toute la flotte. Le porte-avions lui-même n'est pas touché, mais l'état-major américain comprend, cette nuit-là, que la doctrine de dissuasion navale dans le Golfe vient de subir un choc psychologique dont elle ne se relèvera peut-être jamais complètement. À terre, la réplique américaine se fait pas attendre. Moins de 6 heures après les premières frappes iraniennes, des bombardiers B-2, décollés du Missouri, ravitaillés en plein vol, larguent des bombes guidées sur des batteries de défense antiaérienne autour de Bandar Abbas et sur plusieurs bases attribuées au corps des gardiens de la Révolution près d'Ispahan. Les systèmes de défense iraniens, un mélange de S-300 russes et de plateformes locales, tentent de riposter, abattant 4 missiles de croisière Tomahawk sur les 38 tirés depuis les navires américains en mer Rouge. Mais les dégâts au sol sont considérables. Téhéran reconnaît la destruction de 22 véhicules blindés, de 6 lance-missiles mobiles et la mort de 74 soldats et gardiens révolutionnaires. Des chars Abrams américains, déployés en renfort près de la frontière irako-iranienne, dans le cadre d'un exercice conjoint avec les forces irakiennes, se retrouvent également engagés dans des échanges de tirs sporadiques avec des milices soutenues par Téhéran, alourdissant encore le bilan. Dans les salles de commandement, à des milliers de kilomètres l'une de l'autre, 2 hommes suivent, cette nuit, le même déroulement des événements avec des sentiments radicalement opposés. À Washington, dans la salle de crise de la Maison-Blanche, le président américain, entouré de ses généraux, ordonne le renforcement immédiat de la présence militaire dans la région et annonce, dans une allocution télévisée matinale, que l'Iran a franchi une ligne rouge qui ne restera pas sans réponse. Il évoque, sans les nommer explicitement, des options qu'il qualifie de « toutes disponibles sur la table », une formule que les commentateurs interprètent aussitôt comme une allusion à des frappes encore plus lourdes, voire à l'envoi de troupes terrestres supplémentaires. À Téhéran, dans un bunker souterrain du quartier général des gardiens de la Révolution, le guide suprême, lui, s'adresse à la nation avec un ton mesuré mais inflexible. Il affirme que cette opération, baptisée en interne « promesse tenue », n'est que le début d'une réponse proportionnée aux crimes commis par l'arrogance américaine et prévient que toute nouvelle agression sera accueillie par une réplique 10 fois plus dévastatrice. Les caméras iraniennes diffusent des images de la population de Téhéran célébrant dans les rues, mêlant fierté nationale et anxiété palpable face aux représailles qui s'annoncent déjà. Car pendant que les stratèges s'affrontent dans leurs bunkers climatisés, ce sont les habitants ordinaires qui payent le prix immédiat de cette escalade. Dans la ville portuaire de Bandar Abbas, une femme raconte plus tard avoir couru pieds nus dans la rue avec ses 2 enfants, alors que les fenêtres de son appartement explosaient sous le souffle d'une frappe américaine visant un dépôt militaire voisin. À Doha, au Qatar, des familles entières fuient les quartiers proches de la base d'Al-Udeid, les routes encombrées de voitures, les hôpitaux débordés par l'afflux de blessés civils atteints par des débris de missiles interceptés en plein ciel. On recense, dans les premières 24 heures du conflit, 31 civils tués côté iranien et 18 côté irakien et qatari, victimes collatérales d'une guerre qui, officiellement, ne les concerne pas, mais qui détruit leurs maisons, leur commerce, leur quotidien. Comment ne pas penser à ces familles, contraintes de tout abandonner en quelques minutes, alors qu'elles n'ont jamais choisi ce conflit qui leur tombe dessus depuis le ciel? La nouvelle de cette double catastrophe, militaire et humaine, se répand en quelques heures à travers le monde, et les réactions internationales s'enchaînent avec une intensité rarement observée. Le secrétaire général des Nations Unies convoque une réunion d'urgence du Conseil de sécurité, avertissant que le monde se trouve à un point de bascule vers un conflit régional incontrôlable, et appelant les 2 parties à la retenue maximale, un appel qui semble déjà dérisoire face à l'ampleur des combats. La Russie, par la voix de son ministère des Affaires étrangères, condamne ce qu'elle appelle l'aventurisme militaire occidental ayant provoqué la crise, tout en se gardant bien de promettre un soutien militaire direct à Téhéran, préférant multiplier les livraisons discrètes de systèmes de défense antiaérienne. La Chine, plus prudente encore dans ses mots mais très active en coulisses, appelle à la désescalade
tout en renforçant sa présence navale dans le golfe d'Aden, officiellement pour protéger ses routes commerciales, en réalité pour surveiller de près l'évolution des rapports de force. Israël, de son côté, place ce force en état d'alerte maximale, activant ses systèmes de défense Iron Dome et Arrow le long des frontières nord et sud, redoutant que le Hezbollah libanais ou des groupes armés soutenus par l'Iran ne saisissent l'occasion pour ouvrir un second front. Le Premier ministre israélien déclare que son pays se tient prêt à défendre chaque centimètre de son territoire. Une phrase qui, dans le contexte régional, sonne comme une menace à peine voilée. Les pays du Golfe, eux, se retrouvent dans une position particulièrement inconfortable. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui avaient patiemment reconstruit des relations diplomatiques avec Téhéran ces dernières années, craignent désormais que leur territoire ne devienne le théâtre de représailles croisées, leurs infrastructures pétrolières constituant des cibles évidentes pour l'un ou l'autre camp. Et c'est là que la question devient inévitable pour quiconque suit cette actualité avec un minimum de recul. Qui porte réellement la responsabilité de cette escalade, Washington ou Téhéran? Est-ce la frappe initiale américaine contre les sites nucléaires qui a rendu cette riposte inévitable? Ou l'Iran a-t-il simplement saisi un prétexte pour déclencher un plan de représailles préparé depuis des mois? Chacun, selon ses convictions et son rapport à l'histoire de cette région, trouvera sa propre réponse. Et c'est précisément ce qui rend ce conflit si difficile à juger de l'extérieur. Alors que la deuxième journée de combat débute, les signaux d'une escalade encore plus dangereuse se multiplient. Des sources au sein du Pentagone évoquent la possibilité de déployer des bombardiers stratégiques capables d'emporter des armements bien plus lourds que ceux utilisés jusqu'à présent, tandis que certains responsables iraniens laissent entendre, dans des déclarations volontairement ambiguës, que leur arsenal balistique dispose de capacités non encore dévoilées. Une formule qui alimente immédiatement les spéculations sur des vecteurs à plus longue portée. Le Hezbollah libanais, allié historique de Téhéran, annonce placer ses combattants en état de vigilance renforcée, sans pour autant s'engager formellement dans les hostilités, une posture d'attente qui inquiète tout autant Beyrouth que Tel Aviv. Les milices chiites en Irak et en Syrie, de leur côté, multiplient les tirs de roquettes sporadiques contre des positions américaines résiduelles, brouillant encore davantage les lignes d'un conflit qui menace de ne plus se limiter à un affrontement bilatéral. Dans les grandes capitales occidentales, l'inquiétude ne porte plus seulement sur le sort du Moyen-Orient, mais sur les conséquences économiques immédiates. Le prix du pétrole s'envole de plus de 40% en 48 heures. Les compagnies aériennes annulent en masse leurs vols traversant l'espace aérien du Golfe, et les marchés financiers mondiaux plongent dans une volatilité que beaucoup d'analystes comparent aux pires crises géopolitiques du début du siècle. Pour des millions de familles, à des milliers de kilomètres de ce théâtre de guerre, la question devient soudain très concrète. Combien va coûter le plein d'essence la semaine prochaine et jusqu'où cette crise va-t-elle bouleverser un quotidien que l'on croyait pourtant si loin de ces tensions lointaines? Il y a quelque chose de profondément troublant dans la manière dont un événement déclenché à des milliers de kilomètres peut, en quelques heures, redessiner les équilibres du monde entier. On se souvient tous d'un moment où une actualité lointaine a soudain semblé beaucoup trop proche, quand on a compris que notre confort quotidien reposait sur un équilibre bien plus fragile qu'on ne l'imaginait. Cette nuit du 8 juillet 2026 restera sans doute, pour les historiens demain, comme le point de rupture où deux puissances, longtemps engagées dans une confrontation larvée faite de sanctions, de cyberattaques et de frappes ciblées, ont finalement basculé dans un affrontement ouvert, aux conséquences encore impossibles à mesurer pleinement. Alors que les diplomates s'agitent, que les états-majors recalculent leurs options et que les populations civiles, de Bandar Abbas à Doha, tentent simplement de survivre à cette nuit qui n'en finit pas, une certitude s'impose. Rien, dans cette région du monde, ne sera plus jamais tout à fait comme avant. Les 85 cibles frappées cette nuit ne sont pas seulement des installations militaires détruites sur une carte d'état-major, elles sont le symbole d'un basculement que beaucoup annonçaient depuis des années
sans vouloir vraiment y croire. Reste une dernière question, celle que chacun devrait se poser en refermant ce chapitre sanglant de l'histoire contemporaine. Quand deux nations refusent toutes deux de reculer, qui, au bout du compte, a le plus à perdre? Et surtout, qui aura le courage de faire le premier pas vers un cessez-le-feu avant que cette étincelle n'embrase toute une région?